Au moment où les autorités des PTT réfléchissent à une implantation afin de délester les services postaux, les services financiers en l'occurrence de Paris, qui sont en pleine explosion. Il faut savoir que les comptes chèques postaux vont voir le nombre de chèques, de comptes, doubler entre 1945 et 1965. Au moment de cette réflexion, l'attention se porte sur Orléans parce que c'est une ville proche de Paris, parce que c'est une ville centrale et parce que autour de l'implantation de ce centre financier, il y a aussi l'ambition de créer un pôle postal plus largement. Orléans coche toutes les cases. L'idée, car Paris est surchargé, donc il y a 3 centres financiers déjà à Paris avant 1965, et d'en créer un 4e de délestage. C'est donc une opération aussi de déconcentration des services postaux de la capitale, qui sera menée par exemple, en comparaison, avec l'externalisation de l'imprimerie des timbres-poste en 1970 vers Périgueux, ou de centres de recherche de courrier vers Libourne à la fin des années 60. Donc on est dans un processus plus large qui mène les PTT à disperser leurs activités. Il se trouve qu'en parallèle, le quartier neuf, ou la ville nouvelle de la Source, est en pleine émergence, qu'il y a tout un programme d'équipement collectif et de création de logements à la Source qui existe déjà grâce à la Source du Loiret, au parc floral et à un projet d'équipement, université, hôpital, etc., qui sont corollaires de cette implantation administrative. La dimension de construction collective à travers l'œuvre de Louis Arech est importante, car c'est un personnage qui fait partie du corps des architectes des PTT. En tout cas, il est agréé par ce corps officiel et il est à l'œuvre dans différents endroits du pays pour la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Donc sa patte architecturale est reconnue et elle est déjà à l'œuvre aussi bien à Paris qu'en Bretagne, et elle permet aussi de donner une notion de modernisation des infrastructures architecturales en France. Cette imbrication entre la ville nouvelle et la présence postale est totalement légitime, puisque la Poste possède ou a possédé plusieurs emprises dès l'origine de l'élévation de ce quartier, que ce soit par le centre financier, puis le centre de tri automatique. Il faut quand même parler aussi de la présence du centre de tri automatique du courrier, qui va être le premier automatisé en France et en Europe dès 1973. Et si la Poste implante ce centre de traitement du courrier automatique près du centre financier, c'est parce qu'on estime que le volume de courrier qui va être émis par le centre financier va être adéquat pour entrer dans les chaînes de production du courrier. Donc il y a un lien très fort. Il va aussi y avoir une implantation d'un bureau de poste. Et puis tous les éléments de vie, la fameuse tour T17, d'autres types de logements, les équipements collectifs. Donc il est évident que Orléans-la-Source, c'est un peu la poste-ville, si je devais créer ce néologisme. Et ça marquera indéfiniment l'histoire de ce quartier, ou de cette ville nouvelle. Mais si on considère à l'échelle du territoire la capacité de la Poste à marquer son territoire, je dirais que ce n'est pas unique. À Paris, dans le 15e arrondissement, Paris Favorite est aussi le point dominant du quartier et du 15e arrondissement. Le centre financier prend une place importante. Et dans de nombreuses grandes villes de France, vous avez aussi un repérage par rapport à la tradition de présence postale. Je vais vous citer une anecdote, le nombre de places, de rues ou de sites marchands, l'hôtel, le bar ou le café de la Poste, qui parsèment le paysage français, témoigne bien de l'histoire de cette présence de la Poste, qui va être amenée à être factuellement réduite, mais qui va perdurer dans le temps par le fait qu'on va conserver des appellations de géolocalisation ou de localisation plus précises. Le centre financier d'Orléans-la-Source est emblématique des constructions des PTT qui émergent dans le pays durant les 30 Glorieuses. Je dirais même qu'il respecte l'esprit de l'organisation industrielle des PTT, qui est souvent sous-estimée dans l'esprit des gens. On imagine que la Poste, c'est du service, la distribution du courrier et du service au guichet traditionnellement, mais les Français ignorent
ce qu'on appelle aujourd'hui le back-office, c'est-à-dire tout le travail en amont qui vise soit à traiter les services financiers, soit à s'occuper du traitement du courrier. À Paris, par exemple, l'hôtel des Postes, rue du Louvre, est organisé selon des grands plateaux de travail pour le traitement du courrier. Eh bien, la création d'Orléans-la-Source respecte cet esprit de grands plateaux de travail visant à installer des centaines, voire des milliers, souvent de jeunes femmes, au traitement des fiches, des comptes, des chèques postaux, bien avant que l'informatique n'arrive. Les premiers centres financiers de France qui ouvrent dès 1918, il y en a 6 dès juillet 1918, encore 6 en France dès octobre 1918, sont des lieux qui sont pensés pour regrouper des centaines de paires de petites mains pour traiter les fiches. Les constructions des années 60 sont pensées plus largement, cette fois avec une dimension informatique naissance, mais toujours pour concentrer énormément de salariés au travail. Il y a une convergence entre l'aide de la machine, l'informatique, et le traitement volumineux par les mains des femmes. C'est vraiment cette double dimension qui domine dans les années 60 par rapport au premier centre financier de l'entre-deux-guerres. La concentration de grands plateaux de travail occupés essentiellement par des femmes à la tâche, essentiellement surveillés par des hommes au contrôle, est un phénomène typique des Trente Glorieuses. Pour la naissance, les premiers centres financiers sont concentrés dans des immeubles, certes, mais qui n'ont pas du tout été pensés pour de grands plateaux de travail, parce qu'à l'époque, le chèque postal ne connaît pas le développement qu'il va connaître. Il y a une date importante à retenir pour bien mesurer le développement du chèque postal en France, c'est 1955. À cette époque, les autres banques et les autorités bancaires de la République reconnaissent au chèque postal la même utilité que les chèques de banque, ce qui n'était pas le cas avant. À partir de ce moment-là, les Français vont pouvoir avoir un usage comparé, égal au chèque bancaire, ce qui va amener un nouveau public vers les chèques postaux. D'où l'explication de cette croissance énorme enregistrée depuis le milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 60, qui va obliger les PTT, et à l'intérieur des PTT, les services financiers, à changer le dimensionnement des espaces. Lorsque c'est possible dans certaines grandes villes, on pousse les murs, on abat les cloisons et on organise ces grandes salles. Mais lorsque ça n'est pas possible, on construit, comme Orléans-la-Source, un site ex nihilo, non pas dans son implantation. N'oublions jamais qu'Orléans possède un centre financier depuis 1927. C'est aussi une base de travail qui permet à l'administration de se dire qu'elle ne va pas être projetée dans un inconnu total et qu'on va pouvoir utiliser le savoir-faire des premières femmes du centre financier vers le nouveau centre. Il y a aussi cette porosité entre ces deux sites, qui va aussi poser quelques problèmes à l'emménagement, d'ailleurs, où les postiers du cœur d'Orléans ne vont pas être forcément toujours ravis de venir dans la banlieue, entre guillemets. D'où ce phénomène de recrutement massif directement sur les extérieurs pour compenser un certain désagrément. Et donc cette organisation très taylorienne, tournée autour de la machine, avec un rythme à respecter, est vraiment typique de d'une naissance, voilà, fin des années 50, début des années 60, et qui va s'étirer jusqu'à une place de plus en plus importante de la digitalisation, en fait, ou d'une informatisation plus poussée. Donc on est à la frontière de la fin des années 90, début des années 2000. Les PTT testent l'usage des bandes magnétiques et des premiers ordinateurs dès les années 63-64 au centre financier de Nantes. Ça, c'est peu connu, mais on est déjà en période de test. Et lorsque Orléans-la-Source va être officiellement inauguré à la fin de l'année 1968, l'informatique est déjà présente dans les étages. Encore mieux, Orléans-la-Source va devenir un centre de traitement pour les 3 autres plus grands centres financiers de France que sont Lille, Strasbourg et Lyon. C'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges avec la télématique pour permettre la correspondance et le dialogue autour de la gestion des comptes. Donc Orléans-la-Source est dès l'origine un mix entre le travail des femmes en nombre et l'utilité de la machine. C'est d'ailleurs même une revisite totale de l'organisation du travail, parce que c'est le rythme de la machine qui va désormais rythmer la cadence des groupes de travail, ces fameuses cellules de 3 femmes, la Vérif 1, la Vérif 2 et la Dactylo,
c'est cette machine, puisque la dactylo fait la saisie sur le terminal à la fin du cycle de vérification, qui va rythmer les cadences. Il y a eu très tôt des femmes dans le service postal. Je vais remonter jusqu'au XVIIe siècle, figurez-vous, pour imaginer des femmes maîtresses de poste, c'est-à-dire à la tête de relais de poste, permettant la circulation du courrier au galop sur les grandes routes. Au XIXe siècle, il y avait déjà près de 3000 femmes à la tête des plus petits bureaux de poste dans les campagnes. Avec la fusion entre les postes et le télégraphe à la fin du XIXe siècle, les dames, les demoiselles du télégraphe puis du téléphone en 1889 vont être massivement affectées à ces opérations de transmission des communications. Et pour une raison totalement machiste et masculine, dirait-on aujourd'hui, mais pleinement assumée par les autorités postales, c'est-à-dire que les femmes ont des mains suffisamment fines et agiles pour correctement faire le travail postal. Et elles sont aussi beaucoup plus attentionnées que les hommes pour être concentrées sur la vitesse d'exécution, fixer la fiche dans le bon trou pour la bonne communication, c'est un travail typiquement féminin. Les services financiers naissants, la Caisse nationale d'épargne postale en 1881, va reprendre ces préceptes. Les mains des femmes sont suffisamment fines et agiles pour gérer rapidement la gestion des comptes à travers les fiches papier qu'elles ont dans d'immenses tiroirs. Cette logique va être reprise à la naissance des chèques postaux en 1918 et va être dupliquée dans les premiers centres financiers. C'est totalement assumé, hein. Nous sommes au fin du 19e siècle, début du 20e. Ce sont les hommes qui surveillent les femmes au travail. Et les PTT ont trouvé là un moyen d'optimisation et de rationalisation du travail à bon coût. C'est-à-dire qu'on estime aussi qu'on paye moins les femmes que des hommes dans les mêmes fonctions, qui sont rares quand même. Les hommes, ils sont plutôt ceux qui contrôlent les femmes au travail, mais c'est une dimension totalement assumée pour l'époque. Elle est d'autant plus assumée que pour les femmes, c'est aussi une vision de modernité, parce que par l'accès au travail, elles accèdent aussi à un petit pan d'autonomie par le travail. C'est un progrès social. On peut aujourd'hui plaquer un regard du XXIe siècle sur cette vision minimaliste, mais si on plaque à l'époque un regard comparatif avec ce qui se passait à la fin du XVIIIe siècle, par exemple, c'est une révolution majeure qui est portée par l'administration des PTT. La présence massive de femmes dans les structures des PTT et notamment au service financier va leur servir de scène publique pour promouvoir leurs revendications sociales. Orléans-la-Source est notamment le site majeur, après 1968, auquel il ne participe pas, puisque le centre est inauguré plus tard dans l'année, mais va devenir un site majeur de revendications sociales concernant l'environnement du travail féminin. Pas seulement la nature du travail et les salaires, mais aussi l'environnement du travail féminin. Et je vais citer l'exemple le plus emblématique pour l'époque, c'est l'obtention d'une crèche pour que les jeunes femmes intégrant les cadres d'Orléans-la-Source puissent déposer leurs enfants le matin avant l'embauche et venir le chercher ensuite après la fin de leur travail. C'est sous Louis Mexando seulement, ministre des PTT dans les années 80, qu'elles vont obtenir cette crèche installée sur le site postal. Alors, en 1968, des places avaient été réservées par l'administration des PTT dans des crèches publiques, mais en nombre bien trop insuffisant et surtout centralisées plutôt dans la ville et loin du cœur d'activité. Donc ça avait été un des griefs et un des mal-être des jeunes femmes intégrant le métier dans les années 60-70. Et ça va être une conquête. Il faudra plus d'une décennie, mais les choses vont arriver. Pareil pour le rythme de travail, les pauses, et aussi cette dimension salariale qui ne va pas être obtenue immédiatement. La Poste ne fait pas exception par rapport au reste de la société. À travail égal, les femmes ne sont pas payées à cette époque-là au même salaire que les hommes, mais c'est quelque chose qui va arriver très vite dans les revendications et dans l'histoire de cette maison. Aujourd'hui, la Poste peut se targuer d'être une entreprise majoritairement féminisée, il faut le savoir. Cette entreprise a reçu un label égalité dans les années 2000, et je crois qu'il ne faut pas oublier cette place et cette histoire des revendications féminines portées par les métiers des services financiers, bien évidemment. Cette dichotomie entre pratiques que la société accepte et en même temps avancées professionnelles pour certaines femmes, est une lecture intéressante pour ces 30 Glorieuses, oui, tout à fait. Je crois que les postières ont joué un rôle fondamental dans l'avènement de ces revendications.
Il y a des scènes assez parlantes de l'entrée et de la sortie aux chèques postaux de Paris, notamment couvertes par la presse nationale, qui mentionnent ces très jeunes femmes avec des pancartes et qui revendiquent assez régulièrement sur les trottoirs à la sortie du métro Vaugirard pour leurs droits. Ici, à Orléans-la-Source, lors des premières manifestations des femmes pour l'obtention d'une crèche, le préfet va leur envoyer les gardes mobiles pour les évacuer lors d'une manifestation qui sera totalement paisible, mais c'est pour montrer aussi que il y a cette tension et que les hommes n'acceptent pas trop cette revendication féminine. Il faut savoir qu'il y a plusieurs milliers de femmes au moment de ces manifestations. Le site ici va monter à environ 2500 personnes. Localement, il n'atteindra jamais véritablement la cible prévue à la construction. On imaginait qu'Orléans-la-Source pourrait accueillir près de 4000 personnes, mais c'est en fait le pôle des CCP de Paris qui va atteindre ce chiffre essentiellement, c'est-à-dire le regroupement des 3 sites parisiens plus Orléans-la-Source. Mais ici, vous avez plusieurs centaines et donc quelques milliers de jeunes femmes qui sont dans cet esprit de revendication, et ça va animer la presse à la fois locale mais aussi nationale. La première chose à dire sur cette dimension de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle au sein des PTT, c'est quelque chose de fondamental dans la construction de cette administration. Il faut rappeler à tout le monde que les PTT sont la 2e administration civile du pays au XXe siècle. Près de 500 000 personnes en 1980 travaillent aux postes et télécommunications. Avec la généralisation des concours d'accès à cette administration, se produit un immense déracinement des recrutés. Pour faire simple, les provinciaux vers Paris et son immédiate sphère d'attractivité, dont fait partie le site postal d'Orléans-la-Source. Qui dit déracinement, dit mal-être au travail. Vous quittez votre Gers natale, votre Bretagne natale ou vos montagnes natales pour venir à Paris ou à Orléans, qui est un centre urbain déjà important, dans une ville nouvelle en construction qui n'a pas encore tous les équipements dès l'ouverture du centre. Vous n'êtes pas formidablement heureux, même si vous allez travailler. Il y a une dimension d'accompagnement, certains diraient paternaliste, de l'administration des PTT, qui fournit à ces jeunes recrues, mais pas seulement aux femmes, à l'ensemble des fonctionnaires des PTT à l'époque, des aménagements de vie pour que ceux-ci se sentent mieux. Pour que ceux-ci se sentent mieux. Équipements sportifs, logements, soit directement réservés, soit avec un accès favorisé, lieux de restauration et accompagnements sociaux, assistantes sociales, équipements divers, médicaux, qui font partie, je vais dire, du bagage global que les PTT proposent. On ne connaît plus ça aujourd'hui, la société a changé, et il y a fondamentalement moins de déracinement au travail concernant la Poste, qui a changé. Depuis les années 90, elle n'est plus une administration, elle est devenue une entreprise publique avec d'autres pratiques de recrutement. Les concours n'existent plus dans cette maison depuis le milieu des années 90. Donc tout ça est lié à cette évolution. Alors je dirais que dans l'esprit de gens qui ne maîtriseraient pas ces dimensions, oui, ça peut paraître utopique de considérer qu'on va allier les deux. Mais dans l'esprit des décideurs et des patrons de l'administration d'époque des années 60, c'est la base élémentaire pour que le travail s'opère le mieux possible et que les nouvelles recrues se sentent à l'aise. Il y a aussi une dimension sociétale à bien connaître. Les PTT ont un rôle fondamental dans l'acculturation des Français dans un domaine qui est celui du sport. La plupart des grands sites d'implantation de la Poste et des télécoms en France ont souvent été construits avec un accompagnement d'infrastructures sportives, stades, gymnases ou piscines. Et ça, c'est lié à la volonté du général de Gaulle, après les JO de Rome, voyant la France faire un flop monumental en ramenant aucune médaille d'or de mémoire, qui va donner, pas seulement au PTT, mais aussi à EDF et à la SNCF, un rôle d'acculturation au sport pour que les Français, et notamment les fonctionnaires des grandes institutions publiques, s'habituent au sport. Et par porosité, les Français habitants autour de ces lieux sont aussi venus à travers les ASPTT, les associations sportives des cheminots, les associations sportives de l'électricité, venir pratiquer le sport, ce qui a relancé la pratique du sport. Et ça, c'est une dimension sociétale qui est totalement méconnue dans la République, ou en tout cas pas assez évoquée. Et les PTT
vu leur dimensionnement, ont joué un rôle fondamental. EDF et la SNCF sont beaucoup plus petits que les PTT à l'époque, beaucoup plus petits. C'est l'instruction publique, et c'est donc ses enseignants, devenus éducation nationale, qui est la première administration civile du pays. Les PTT deuxième. Ce changement de destination et d'utilité de ce bâtiment dans le paysage est à relier à d'autres phénomènes qui se déroulent en ce moment même à l'échelle de l'entreprise La Poste. Dans le domaine du courrier, dans le domaine des services financiers ou dans le domaine industriel, vous avez un nombre important de sites postaux qui sont en changement d'utilité et d'usage. Le plus emblématique d'entre tous n'est pas Orléans-la-Source, ici à la Source, c'est l'hôtel des Postes de Paris, rue du Louvre, qui va devenir un bâtiment avec toujours une présence postale, mais qui va servir à autre chose dans la ville. Dimension logistique, d'éducation, de sécurité pour la police, dimension culturelle avec une bibliothèque. Ici, le projet d'Orléans-la-Source est à ce jour inconnu, mais il y a plusieurs idées potentielles. La Poste travaille à des partenariats avec d'autres acteurs de la rénovation de la ville, telle qu'elle se propose en ce début du XXIe siècle, qui peuvent laisser imaginer énormément de possibilités pour ce site assez exceptionnel en dimension et en accessibilité. Donc là-dessus, l'historien ne se prononce pas, mais je crois que pour la Poste, c'est une continuité assez logique qui va se produire. En tout cas, c'est pas singulier, c'est pas unique à l'échelle de cette entreprise qui, je le rappelle, possède le deuxième parc immobilier national après celui de l'État. Alors, il est en partie obsolète parce qu'on n'a plus besoin de grands plateaux de travail pour gérer des services financiers à cause ou grâce de la digitalisation et de l'énorme optimisation du travail. Il est devenu obsolète par rapport à une trajectoire historique qui ne dessinait certainement pas l'obsolescence des services financiers, mais à l'origine, il était pleinement pensé pour un usage des services financiers dits matériels. Vous n'êtes pas sans savoir que les services bancaires se digitalisent de plus en plus, qu'ils sont de moins en moins matériels et que, comme le courrier, ils sont exposés à des transformations radicales de leur mode de gestion. Et je dirais que c'est même une fierté de parler de nostalgie, ce qui est un sentiment très français. Vous n'avez absolument pas la même chose de la part de postiers qui travailleraient pour la poste allemande, la poste néerlandaise ou la poste espagnole. Et ça, c'est parce que l'histoire de la poste est intimement liée à l'histoire de la République. Mais en même temps, elle ne peut pas faire fi des évolutions du monde du travail, de la société. Je ne vous apprendrai pas que l'esprit Uber gagne à peu près toutes les couches de la société, que de plus en plus de nos jeunes concitoyens recourent à ce mode d'organisation et de travail, et qu'il est sur la base d'un jugement parfois générationnel. La nostalgie pour des postiers qui auraient connu ou à qui on aurait transmis ces heures de gloire des chèques postaux, et pour faire simple, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, mais nous sommes aujourd'hui déjà en 2021, donc quasiment le premier quart du XXIe siècle dépassé. Donc les choses changent, et la nostalgie que les postiers auraient pu avoir en tête sur ces 30 glorieuses est aussi à resituer par rapport à une nostalgie que les postiers des 30 glorieuses auraient pu avoir sur l'organisation des centres financiers de l'entre-deux-guerres. Il y a toujours un élément de nostalgie lorsque vous traversez des phases de rupture de l'histoire qui sont souvent liées soit à des changements de société, soit à des ruptures technologiques. Et celle que l'on vit aujourd'hui est infiniment liée à une rupture technologique majeure, c'est-à-dire la digitalisation qui fait que tous les processus matériels de lien entre les êtres humains, qu'ils soient au travail, mais aussi dans leurs relations et leurs échanges, se dématérialisent et que ça implique des transformations fondamentales du travail. Et je pense que les historiens du milieu du XXIe siècle, ceux de 2050, se poseront ces questions-là. Ayant analysé la place de la Poste dans les imaginaires des Français depuis près de 2 siècles, elle souffre de beaucoup d'irrationalité. Pour les Français, la Poste est quelque chose qui se doit d'être immuable, présent dans le paysage, dont on ne mesure pas les modernisations et les évolutions qui lui ont permis de passer de conditions de travail de l'entre-deux-guerres à des conditions de travail du XXIe siècle. C'est-à-dire que les Français ont une sorte de perception figée de ce que devrait être la Poste.
En réalité, la Poste a dû traverser des phases de changement absolument incroyables, dont le grand public a peu idée, pour continuer à s'adapter et à survivre en ce début du XXIe siècle. Je vais vous citer l'évolution majeure, qui n'est pas la digitalisation telle qu'on la vit aujourd'hui, qui est l'arrivée de l'informatique, c'est-à-dire l'étape d'avant, et la mise en réseau des services d'activité de la Poste. À cette époque, on explique que l'ordinateur, 1, va tuer le courrier, et 2, va tuer les organisations traditionnelles du travail de main-d'œuvre des postiers, que ce soit au courrier ou au service financier. L'ordinateur intervient bon an, mal an à la fin des années 60, début des années 70, dans tous les processus professionnels de la Poste. La leçon qu'on en tire, c'est que le courrier a continué de croître jusqu'au milieu des années 2000, que le nombre de postiers a continué de croître jusqu'au milieu des années 2000, et que donc la Poste a continué à évoluer en essayant de s'adapter. Donc il faut se méfier des projections et des devins qui prédisent à la Poste telle ou telle rupture. Malgré tout, bon an, mal an, elle essaye de s'adapter à ces environnements. Rien ne dit que c'est facile et que ça ne se fait pas à coup de désespérance parfois ou d'incompréhension. Mais malgré tout, cette institution perdure. Dans l'histoire de notre pays, vous avez énormément d'institutions qui, sinon ont disparu, du moins se sont totalement transformées et font désormais des choses qu'elles ne faisaient pas il y a 50 ou plus, 50 ans ou plus. Donc ce sont des éléments à bien avoir en tête et qui permettent de resituer les problématiques auxquelles cette institution, qui a changé aussi. La Poste n'est plus une administration qui dépend des impôts des Français. Elle ne paie ses salariés que parce qu'elle dégage des recettes, voire des bénéfices, sans alimenter un actionnaire privé. C'est des dimensions que les Français n'ont pas souvent en tête et qui, parfois, leur posent un souci d'analyse et de compréhension de ce qui se passe dans cette institution. Je vais préférer le terme institution à administration ou entreprise. À l'origine, à l'ouverture du centre financier d'Orléans-la-Source, ce sont donc des équipes de 3 femmes qui sont regroupées par brigades de 8 heures, qui travaillent dans des grands ensembles plus larges et qui sont affectées à une tâche particulière de vérification des chèques et des entrées et des sorties d'argent des comptes. Alors souvent, les équipes sont composées de 3 femmes directement en lien. Il y a la vérif 1 pour vérificatrice numéro 1, qui vérifie les informations factuelles libellées sur le chèque, la signature notamment et le bon libellé du montant. La vérificatrice numéro 2, immédiatement dans son sillage, qui va vérifier exactement les mêmes choses pour voir si les deux convergent. Et une 3e, la dactylographe, qui va saisir sur le terminal, puisque l'informatique est déjà présente, et le traitement par bande magnétique, qui va saisir les informations d'entrée ou de sortie d'argent du compte. Cette organisation va évoluer fin des années 80, début des années 90, avec aussi une organisation plus transversale et non plus en silo. On ne s'occupe plus seulement de la gestion des comptes, mais on va développer une relation beaucoup plus large autour du compte chèque postal, sur tous les accidents de vie du chèque postal, tous les services qui sont liés autour du compte et qui permettent d'avoir une gestion par rapport aux clients, qu'on appelle désormais comme tel et non plus l'usager, avec le basculement de l'ex-administration devenue entreprise, et vers une dimension plus souple des relations avec les Français. Donc cette organisation A3 va évoluer. Ce sont des modules plus souples, plus transversaux, et qui permettent un découpage par nombre de comptes. Par exemple, au moment de la transformation, on retrouve dans les archives une évocation de 80 000 comptes gérés par une équipe de 10 personnes qui ont une vision assez globale. Et jusqu'à aujourd'hui, l'organisation a encore dû évoluer, mais je suis moins au fait de ces organisations, et je pense que vos témoins en ont donné un éclairage plus précis. Donc, disons qu'en près d'une 50aine d'années, l'organisation du travail, dans ces grands domaines, a évolué 3 fois pour s'adapter et répondre à des objectifs plus liés à la relation client, comme on dit aujourd'hui, plutôt qu'à une gestion mécanique et administrative telle qu'elle avait été pensée dans les années 60. Alors, à l'échelle des PTT, puis de la Poste, l'usage du jargon est, je crois, quelque chose d'unique dans le monde du travail. Je pense qu'il faudrait se tourner vers
le rail, le chemin de fer pour trouver quelque chose, mais qui ne serait pas équivalent. Ici, vous avez le courrier, les services financiers qui sont de grands usagers d'acronymes et de jargon plus ou moins fleuri, qui permettent tout de suite d'identifier et de dégager une culture de branche et une communauté opérationnelle dans un métier. Et lorsque vous avez acquis ces usages, vous faites partie des collègues de la branche de travail, et ce sentiment d'appartenance est renforcé par ce partage de ce jargon. C'est vraiment un phénomène très particulier. J'ai en mémoire une archive qui date des années 80, qui fait plus de 300 pages et qui évoque à la fois les acronymes et les jargons employés par les fonctionnaires des PTT à la fin des années 80. C'est un document absolument incroyable. La naissance du chèque postal est intimement liée à la Première Guerre mondiale, 1918. À cette époque, la France est financièrement sur les genoux, il y a un déficit de métal, des risques d'inflation, et l'État va demander à l'administration des PTT de créer les chèques postaux. Mais à l'époque, le chèque postal, l'objet en tant que tel, est un mandat poste amélioré. C'est-à-dire qu'il permet plus facilement des transactions financières entre deux comptes postaux seulement. Vous ne pouvez pas payer avec de l'argent résidant sur votre compte chèque postal auprès d'un client ou d'un partenaire qui aurait un compte bancaire. Ça n'existe pas. Vous pouvez transférer de l'argent entre deux comptes. Donc le chèque postal à l'origine est un mandat poste amélioré et qui va permettre un usage de la monnaie papier, scripturale, plus que de la monnaie traditionnelle. Ce système va perdurer, bon an, mal an, avec quelques progrès d'usage pendant plus d'une trentaine d'années, puisque c'est seulement en 1955 que les autorités bancaires, mais aussi, on va dire, les concurrents des services financiers, c'est-à-dire les autres banques, vont accepter l'usage égal et adéquat, comparable à celui du chèque bancaire. C'est une avancée majeure, c'est une date qui est souvent oubliée, mais qui explique pourquoi les PTT vont être reconnus comme un acteur financier en France. La promotion du chèque postal va être faite par l'État auprès des organismes publics qui vont être les premiers clients des chèques postaux, différents types d'organismes publics, puis après les commerçants importants qui ont des relations commerciales avec les organismes publics. Donc ça va être le deuxième client privilégié. Le client particulier va massivement arriver auprès des chèques postaux au milieu des années 50 seulement. Et au début des années 60, il y a 6 millions de Français qui vont avoir un compte chèque postal. Donc le phénomène reste mineur, mais en pleine progression. À partir du moment où les autorités reconnaissent au chèque postal les mêmes attributions que le chèque bancaire, les particuliers peuvent se tourner vers les services financiers de la Poste, et le chéquier, en tant qu'objet qu'on connaît aujourd'hui régulièrement, devient populaire dès la fin des années 50 au sein des PTT. Nous avions donc des postières qui travaillaient à la gestion de ces services financiers, mais qui en parallèle, en tout cas pour les premières d'entre elles, n'avaient aucun droit à la liberté d'ouvrir un compte sans l'accord de leur mari. Donc c'est en effet une posture sociétale très paradoxale, et qui aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, nous fait sourire, en tout cas pour les hommes, peut choquer les dames, mais était totalement factuelle pour cette époque. L'ouverture des droits aux femmes, c'est-à-dire la capacité de gérer elles-mêmes leurs affaires financières, qui intervient à la fin des années 60, puis durablement dans les années 70, est un phénomène majeur pour la croissance des CCP. Vous avez une porosité entre la présence nombreuse de femmes, de postières, dans la gestion des CCP, et cette ouverture et cette promotion auprès des femmes, leurs consoeurs, leurs amis, leurs sœurs, leurs collègues, pour venir comme usagères, puis clientes des CCP. Oui, il y a une vraie passerelle à établir entre ces deux phénomènes.